Radio Rec, it's on air. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Rec. Au programme de cette émission, Éric Zemmour tout d'abord avec notre coup de projecteur sur son ouvrage Un quinquennat pour rien. Alors même que le président de la République, François Hollande, tente de montrer dans son propre livre rédigé par des journalistes qu'il n'a pas été inactif et qu'il a de nombreuses choses à dire, ça ne semble pas être ce que pense Éric Zemmour à la lecture du titre Un quinquennat pour rien. Alors faut-il l'acheter, le lire, comment appréhender l'ouvrage? Élément de réponse dans un instant, nous prolongerons aussi le débat sur les récentes sorties d'Éric Zemmour, aujourd'hui embourbé dans une affaire d'apologie du terrorisme. Dans la seconde partie de notre émission, notre réquisitoire focus ce soir sur l'IVG remise en cause en Pologne. Déjà restreinte, la polémique a largement dépassé les frontières du pays lorsqu'il a été question de l'interdire quasiment complètement. Retour en arrière depuis, alors où en est-on en Pologne comme ailleurs, en France par exemple? Et vous, qu'en pensez-vous? Vos commentaires et réactions, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2016, Politiquement Incorrect numéro 130, c'est parti. Politiquement Incorrect, présenté par Nicolas. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Et bonsoir également Marco. Bonsoir Nico. Littérature avec Éric Zemmour et sujet de société avec l'avortement, ça promet du débat ce soir dans notre émission et on commence tout de suite avec le coup de projecteur. Il fait partie de ces auteurs controversés. Éric Zemmour a sorti Un quinquennat pour rien et Hugo l'a lu pour nous. Un quinquennat pour rien, qu'est-ce que c'est Hugo? C'est un livre de plus de 530 pages, plutôt bien écrit, qui se découpe en deux parties inégales. La première qui est intitulée La France au défi de l'islam et qui synthétise la pensée de l'auteur sur une quarantaine de pages. La seconde, elle a pour titre Chronique de la fin du monde et elle consiste en une compilation de ses chroniques sur RTL du 8 janvier 2013 au 6 juillet 2016, pas tout à fait un quinquennat par ailleurs. Sans parler de contenu, les titres sont assez évocateurs, ils nous disent beaucoup sur les passions et les fantasmes de l'auteur. Alors, des fantasmes, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même, c'est un livre sur l'érotisme ou quoi? Non, pas tout à fait. Il y a des fantasmes. Les fantasmes, c'est des peurs. Les premières pages, cette longue introduction d'une quarantaine de pages, sont une manière de cerner le personnage, les chroniques n'étant finalement qu'une illustration à son propos. Les fantasmes, les peurs d'Éric Zemmour, c'est l'islam qui menace la France, l'islam qui a déclaré la guerre à la France, pardon. Oui, la guerre. L'intellectuel n'a pas peur des grands mots, c'est une guerre de civilisation du monde chrétien contre le monde musulman. Éric Zemmour étant un adepte des théories brillantes, nous dit-il, de Samuel Huntington, l'homme qui a théorisé le fameux choc des civilisations. Si l'utilisation de ce vocable par le chef de l'État suite aux attaques de novembre 2015 était déjà discutable, celle faite par Éric Zemmour l'est d'autant plus que pour lui, nulle distinction n'existe entre islam et islamisme, et par extension islamisme violent. Tout musulman est un homme politique, nous dit-il, et l'islam est par nature violente, conquérante, et c'est donc une guerre que nous devons mener pour sauver non pas notre souveraineté, mais bien notre identité. Éric Zemmour a vite fait de dénoncer les collabos de notre temps, ces Charlie qui ne voient pas la menace, refusent l'amalgame musulman égale terroriste et font finalement le jeu de nos ennemis de l'intérieur. Les migrants et les réfugiés sont des ennemis qui participent de cette guerre hybride. Pour lui, Viktor Orban, qui dirige la Hongrie, a raison. Les murs doivent être dressés pour protéger l'âme de la nation. Il ajoute, pourquoi croire au vivre ensemble, à la société multiculturelle? Pour lui, ce sont des concepts détestables. L'islam est profondément incompatible avec la France. L'islam ne peut pas se dissoudre dans la France, car l'islam est nation. La France, elle, est toute désarmée, car elle a les droits de l'homme comme nouvelle religion. Il nous écrit encore « Les droits de l'homme sont devenus l'arme atomique de destruction des peuples européens. » Fin de citation. Il faut s'en débarrasser ou la civilisation périra.
Alors on l'a bien compris, Éric Zemmour n'est pas tout à fait rassuré quant à l'état de la France aujourd'hui. Concrètement, comment décrit-il cette situation presque au jour le jour dans ses chroniques à la radio? Alors, cette introduction nous ayant donné un bel aperçu de la pensée d'Éric Zemmour, les chroniques vont nous permettre d'aller un peu plus loin, voire beaucoup plus loin, et de voir l'articulation de celle-ci par rapport à l'actualité. Et c'est surtout l'occasion de désigner quelques têtes de Turcs sur lesquelles il s'amuse à tirer à l'envi. François Hollande, d'abord, il a écrit un quinquennat pour rien. François Hollande, qui est finalement qu'un François Mitterrand de pacotille, un petit François. François Mitterrand ayant été, nous dit Éric Zemmour, à l'envi toujours, le dernier grand président. Nostalgique. Toujours, autre tête de Turc, Najat Vallaud-Belkacem et son ministère, que Zemmour exècre pour, soi-disant, son idéologie. Et enfin, quelle surprise, Christiane Taubira, ministre criminel qui n'aimerait pas son pays et le trahirait même par son laxisme. L'occasion surtout de chanter une rengaine qu'il aime tant. C'était mieux avant, tu l'as dit Nicolas. Il dénonce la médiocrité du temps, déteste notre époque et regrette celle du général de Gaulle. Les comparaisons ne sont là que pour illustrer une décadence. François n'est plus Mitterrand. Les relations diplomatiques tendues entre les États-Unis et la Russie ne seraient qu'une médiocre imitation de la guerre froide, etc., etc. L'historicisme de l'auteur va jusqu'à comparer 2014 à 1914 et vice-versa pour nous rappeler que nous sommes au bord d'une guerre. Alors Éric Zemmour, d'après ce que tu nous dis, semble être un passionné de l'histoire finalement. Certes, mais il n'est pas historien et ne le sera jamais. L'histoire, nous l'avons dit dernièrement, l'histoire pour lui doit être traitée comme un récit national. Éric Zemmour, c'est un journaliste devenu essayiste qui écrit sans rigueur. Je cherche toujours les références d'ailleurs. Une bibliographie peut-être. Je lis une enquête, une historienne, mais je ne trouve pas de source. Il a bon dos de détester la sociologie et Pierre Bourdieu, l'un des plus grands sociologues français. Il critique, je cite, la compassion sociologisante, fin de citation, mais ne retient même pas la méthode. Non, la méthode Zemmour, c'est la généralisation, c'est-à-dire faire d'un exemple un argument, toujours sans source, évidemment. L'exactitude très peu pour lui. Citons par exemple page 237. Les querelles de chiffres sont devenues la plaie du débat politique. On s'étripe sur des statistiques, leur sincérité, leur fiabilité pour mieux occulter les réalités. Fin de citation. Finalement, c'est la responsabilité de l'auteur qui est à mettre en doute. Le petit scandale, c'est de vendre 23 €, 40 pages nouvelles et 500 pages recyclées, puisqu'elles ont été diffusées sur RTL et sont disponibles sur Internet. Le grand scandale, c'est de ne pas faire son travail. Éric Zemmour se trompe en direct à la radio, passons, mais qu'il se trompe encore et toujours dans ce livre, c'est impardonnable car c'est délibéré. Albin Michel sait bien que ça fait vendre et c'est tout ce qui l'intéresse après tout. Pardon. Effectivement, Hugo, et voilà, la responsabilité de l'auteur et de l'éditeur dans cette publication avec, on l'aura compris, du Éric Zemmour avec cette forme de maladresse, en tout cas dans la méthode. En tout cas, il dit ce qu'il pense, mais voilà, c'est pas sourcé. Et lorsque l'on fait un travail comme il le fait, d'être assez virulent, eh bien, la moindre des choses, c'est de sourcer son travail, bien entendu, et voilà, de démontrer que l'on a raison par un minimum de méthode, finalement. Oui, surtout quand on est un homme, un polémiste de cette notoriété-là, c'est d'autant plus important, de faire un travail méthodologique. Alors Marc, Zemmour, si on le remet un petit peu dans le contexte, cet ouvrage de Zemmour, comment est-ce que ça s'inscrit dans l'ensemble de l'œuvre de cet essayiste, quelque part? Il reste fidèle à lui-même. Je veux dire, on a toujours vu Zemmour penser l'identité, en tout cas réfléchir sur l'identité, réfléchir sur l'identité nationale de manière générale, sur l'histoire en tant que telle, l'histoire avec un grand H, l'histoire, comme disait Hugo, avec l'idée d'une histoire nationale, d'un roman national. On sait qu'il admire les grands hommes, hein. Il était un fervent défenseur de Napoléon, on l'a souvent vu, de Gaulle également. Donc, de toute façon, moi, je ne vais pas rentrer dans une analyse psychologisante sur Zemmour. En tout cas, je veux dire, ce sont ces thèmes qu'il aborde régulièrement. Moi, je regrette seulement
qu'on ait d'arguments généralement que les sources, que l'argument de type il manque des sources. Et au lieu d'en débattre clairement, souvent quand Zemmour est invité, et quand d'autres d'ailleurs sont invités du même type, souvent on a le droit de ne pas être d'accord tout à fait, mais je trouve qu'il y a toujours cet argument des sources. Et je trouvais ton travail assez intéressant, Hugo, c'est pas la question, mais je regrette dans la mesure où Éric Zemmour ne fait pas une thèse universitaire, il fait avant tout un essai. Les essais, en règle générale, il n'y a pas forcément de sources qui sont dedans. Enfin, tout n'est pas sourcé, c'est vrai qu'on n'a pas la méthode, on n'a pas la méthode avec dans un infrapaginal de mettre toutes les sources, de mettre les bouquins, etc. C'est vrai que on se demande pourquoi il ne le fait pas. Mais je veux dire, c'est pas le propre de l'essai d'être régi selon les codes d'une thèse ou d'un mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est vrai que venant de notre méthode à nous, on trouve ça plus logique, plus acceptable dans la mesure où on sait où se référer et où savoir où il a retrouvé ça, etc. D'autant que si son travail est bien fait, ces sources, il les connaît, il les a à sa possession. Donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que c'est une occasion, malheureusement, de ne pas aborder la question. Alors peut-être qu'il recherche, de ne pas aborder la question clairement. Dire que souvent on va l'attaquer sur les sources, sans l'attaquer sur le fond. Et c'est ça qui est dangereux, à mon avis, parce que il y a une forme de rejet qui va s'opérer. On va l'attaquer sur sa forme et pas sur son fond. Et sur son fond, on va être sur des grandes phrases du type il est à côté de la plaque. J'entendais ça sur les télé il n'y a pas longtemps. Il est à côté de la plaque, il dit n'importe quoi, c'est un raciste, un machin. Bon, donc, je trouve ça un peu dommage. Voilà, tout simplement. De la même manière que ce qu'on peut critiquer, c'est-à-dire que de sa part de dire des choses comme ça sans trop les justifier, effectivement, l'analyse qui consisterait à dire qu'il est nul et que c'est un raciste est bien entendu, elle aussi, trop rapide quant à l'ensemble de l'œuvre d'Éric Zemmour, qui ne reste pas moins un essayiste, qui a écrit un livre quand même, enfin. Bon, même si ce sont ses chroniques, il les a bien écrites à un moment. Donc voilà. Hugo, oui, tu souhaitais réagir à ce que Marc a dit. C'est son travail, il est payé par RTL pour faire des chroniques 2 fois. Enfin, ça dépend, mais ouais, en ce moment, je crois que c'est tous les 2 jours, donc il n'y a pas de. Qu'il écrive, c'est bien normal. Non, Marx insistait beaucoup sur la méthode. C'est vrai que c'était la fin de la chronique, mais il y a pas que cela. Je montrais notamment sur les fantasmes. Moi, ce que j'appelle les fantasmes. Voilà, la peur de l'islam. Notamment quand on intitule carrément, il intitule son espèce d'introduction, la partie essai finalement de l'ouvrage, La France au défi de l'islam. Ce qu'il enchaîne avec les chroniques sur le chronique de la fin du monde. Non, chronique de la fin du monde. Je me suis trompé, je crois. Chronique du choc des civilisations, pardon. Voilà, Oui, théoriser le choc des civilisations. Voilà, c'est chronique du choc des civilisations. C'est quand même assez violent. Ça veut dire qu'on va en conflit directement avec l'islam. Et là-dessus, on peut légitimement débattre avec Éric Zemmour. Marc soulevait quand même un point important, c'est-à-dire que, en fait, Éric Zemmour est important sur la scène médiatique, je dirais, parce qu'il n'y a pas forcément d'intellectuels face à lui. Les intellectuels que je qualifierais de gauche manquent cruellement, à la fois sur les télés, sur les plateaux télé, en radio et dans les librairies. Je n'en vois que trop peu. Il y a parfois Michel Onfray, quoique sur l'islam, il peut plus ou moins se rapprocher d'Éric Zemmour. Il y a peut-être Éric Fassin, mais voilà, il est beaucoup plus anonyme qu'Éric Zemmour. Il n'y a pas grand monde finalement. Mais oui, Marc. Je voudrais rajouter, donc, moi, la question des chocs de civilisation m'intéresse. Et pour avoir lu Huntington, pour avoir lu l'origine de tout ça, il y a un vrai débat à mener sur cette théorie du choc des civilisations. Une vraie théorie dans la mesure où je pense en effet qu'on a tendance à penser le choc des civilisations comme quelque chose qui est tout à fait hors de propos à notre ère. Et je veux rappeler qu'avant Huntington, il y a avant tout Brodel. Je veux dire, si Brodel n'était pas là, il n'y aurait pas cette théorie des aires de civilisation. Je veux dire, Brodel a écrit un ouvrage absolument fondateur qui s'appelait Grammaire des civilisations, dans lequel il théorise cette théorie des aires de civilisation. Selon lui, vous avez des aires de civilisation dans le monde qui sont définies de manière culturelle, linguistique, religieuse et autres, et vous avez donc ces aires de civilisation. À l'époque de Brodel, dire ces choses-là était tout à fait logique. L'ère où la mondialisation n'avait pas encore échangé par le biais des flux et autres choses, des cultures, des religions, etc., des personnes aussi, évidemment, par le biais des migrations, cette théorie était valable. Je veux dire, Huntington n'est que, si vous voulez, quelqu'un qui est arrivé après Brodel, mais qui a rajouté cette idée d'un choc de civilisation.
Et je trouve qu'on peut pouvoir débattre de ça parce qu'il est bien évident qu'il y a toujours, avec la mondialisation et la répartition de manière non uniforme à travers la planète des cultures, des religions, je pense que la théorie des civilisations peut fonctionner encore une fois. Il y a bien évidemment des contre-exemples qui démontrent que les civilisations en soi n'existent pas. Je veux dire, la civilisation chrétienne existe, il peut y avoir une civilisation musulmane dans le cas des croyants, ça peut exister. Alors moi, vous savez, je suis pas comme Zemmour, c'est-à-dire que je vois que notre civilisation s'éteint, mais je m'en offusque pas. Je pense que c'est le poids de l'histoire et que ça continuera comme ça, et qu'il faut pas s'en offusquer ou dire que c'était mieux avant, on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que, selon moi, et bien évidemment, la mondialisation et les échanges qu'elle suppose font que la théorie des civilisations ne tient pas d'un point de vue d'exemple, parce qu'on peut toujours trouver des contre-exemples qui vont nous démontrer que finalement il n'y a rien d'homogène. Effectivement, il y a de l'hétérogénéité dans tout ce monde-là. Pourtant, culturellement, historiquement, il y a quand même des civilisations. Il y a quand même eu des disparitions, des apparitions. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome. Vous avez beaucoup de choses qui passent comme ça. Et je pense que, de toute façon, les civilisations se font avec l'histoire et se défont également avec l'histoire. Alors après, on peut voir les méthodes qu'elles ont pour se défaire. Je remarque juste que je pense que s'il devait y avoir un conflit d'ordre civilisationnel, ça concernerait certainement les espaces peut-être pas arabes, ça serait un mauvais terme, peut-être musulmans avec la chrétienté, mais à la limite il ne faut pas s'en offusquer parce qu'il n'y a rien de guerrier là-dedans selon moi, il n'y a pas forcément une guerre qui est menée contre ça. C'est ça que je ne supporte pas chez Zemmour, c'est cette idée de conflit perpétuel qui me dérange. Mais pour la théorie des civilisations, je souscris quand même malgré tout à cette thèse de manière assez générale. Merci Marc pour ces quelques explications de texte. On va passer à un autre sujet sur Éric Zemmour, au-delà de son ouvrage. Pour avoir dit qu'il respectait les djihadistes récemment, Éric Zemmour s'est mis dans de sacrées difficultés puisqu'aujourd'hui il risque gros, il est accusé d'apologie du terrorisme, je vous le disais en introduction de cette émission. Alors, va-t-il trop loin ? On imagine bien quand Éric Zemmour défend une position selon laquelle on peut juger qu'il a peur du terrorisme, enfin peur de l'islam et tout, que d'un autre côté il dit qu'il respecte, on imagine bien qu'il n'est pas là en train de faire, en tout cas que sa volonté n'est pas de faire, Hugo, de l'apologie du terrorisme. Ah non, il retourne pas sa veste, mais la situation est quand même super ironique. Bon, moi, ça me fait un peu rigoler, du coup. T'es sadique, toi. Non, mais c'est assez drôle, finalement, que ça se retourne contre lui. Évidemment que Éric Zemmour n'est pas devenu tout d'un coup adepte des théories d'État islamique. De l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Non. Mais c'est toujours la question ça revient finalement dans cette question de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire dans un contexte particulier, celui qui est le nôtre aujourd'hui, avec ces attaques à répétition qui font qu'on doit aujourd'hui contrôler son langage, et c'est pour moi tout à fait légitime. J'ai du mal d'ailleurs à comprendre où veut en venir Éric Zemmour quand il dit qu'il respecte les combattants de l'État islamique, qui, honnêtement, ont peu de choses à voir avec l'islam, qui se sont fait, pour la plupart du temps, endoctriner très très rapidement, et qui donc recrachent une doctrine qui est celle d'un pouvoir aujourd'hui ancré territorialement, et qui est dans dans un conflit de l'ordre de la géopolitique, finalement. Donc, de dire que l'on comprend ces combattants-là, parce que, à contrario, en France, on n'est plus capable, nous dit-il, de combattre ou de se tuer carrément ou de tuer pour ses idées, il manque quelque chose à mon goût. Marc, est-ce que tu partages l'avis d'Hugo ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je souscris, c'est vrai que bon, pour moi, c'est un peu maladroit. Mais moi, vous savez que moi, le fait que la liberté d'expression soit limitée ne me plaît guère, je l'avais déjà rappelé. Et d'autant plus quand ça tombe sous le coup de ces deux des quatre piliers qui sont donc l'apologie du terrorisme, la citation à la haine, les deux autres étant la diffamation et l'insulte. Bon, la diffamation, l'insulte, voilà, vous savez ce que j'en pense, c'est tout à fait logique quand vous insultez quelqu'un ou quand vous dites des choses fausses à son égard. Je comprends tout à fait qu'on peut être inquiété. La citation à la haine, l'apologie du terrorisme, c'est des choses qui sont laissées à l'appréciation
l'appréciation du juge et qui du coup sont bien évidemment subjectives. Après moi, ce que dit Zemmour, bon, c'est pas quelque chose que j'aurais forcément dit, c'est pas la question. La question est de savoir s'il a le droit de le dire ou pas. Et Hugo demandait justement pourquoi il accepte, enfin pourquoi il idéalise finalement des filles, les gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Bah, quand on est, si on, comme Zemmour, un passionné d'histoire, parce que je pense que c'en est un de manière évidente, on regarde l'histoire et c'est vrai que dans tous les empires, dans toutes les civilisations, il y a des gens qui se sont levés, ils ont été prêts à mourir pour leur cité, pour leur république, pour leur empire, etc. Et je pense que c'est ça qui, selon Zemmour, est dramatique, que nous n'avons perdu aujourd'hui. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Après, je ne vais pas me défendre, c'est pas un pote à moi du tout, donc je ne vais pas le défendre, mais je pense qu'il est dans cette idée-là, et c'est vrai qu'à un point de vue historique, ça a disparu, je pense. De mourir pour ses idées, de mourir pour, évidemment, son idéologie, sa croyance, etc. Ça a disparu. Et je termine juste là-dessus, avant de te laisser la parole, Hugo. Tu revenais après... sur la question de justement l'islam et les terroristes, je suis pas sûr, j'ai déjà dit, mais je suis pas sûr que les gens de Daesh n'ont rien à voir avec l'islam. Je pense que c'est trop facile, dans la mesure où, alors je ne sais pas s'ils ont conscience, est-ce qu'ils ont lu pourquoi ils se défendent, pourquoi ils se battent, je ne sais pas. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, quand tu vois les déclarations que fait Daesh, quand tu vois les propos que tiennent les gens qui défendent et qui du coup militarisent Daesh, on voit très bien qu'on peut justifier avec l'islam le tout et son contraire. C'est-à-dire que tu peux trouver, comme on l'avait déjà dit, des sourates qui vont des sourates qui vont vous dire de tuer les infidèles, de tuer ceux qui ne font pas partie de l'islam, etc. Vous avez dans tout. Ben après, quand on historise tout ça, on sait très bien que il y a deux parties, et qui a été écrit sur 2 siècles, le Coran, et qui a effectivement une période où le prophète va à la guerre et que c'est du coup plus belliciste que le reste, bien évidemment. Mais en tout cas, de fait, il n'y a pas un problème d'instrumentalisation, c'est ça que je veux dire. Il y a un problème de contextualisation, parce que quand tu regardes à peu près toutes les traductions qui sont faites, en règle générale, elles s'équivalent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une phrase, quand elle est traduite, tuer les infidèles, égorger les infidèles, etc., il n'y a pas à instrumentaliser une phrase pareille, elle est lisible, elle est compréhensible. Donc il y a un problème de contexte. Et c'est là où l'histoire prend sa place pour savoir comment l'islam a été écrit, comment, pourquoi, à quelle époque. Et là, on se rend compte qu'effectivement, en recontextualisant, c'est pas forcément des propos de tous les jours, c'est pas non plus un guide de survie ou un guide comment je sais pas comment dire, mais un guide de vie, voilà, tout simplement. Et c'est effectivement, donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait tendance à, et je termine là-dessus, ça vraiment dommage qu'on ait tendance à dire que l'islam et le Coran et Daesh sont 2 choses complètement différentes, alors que selon moi, il y a quand même fortement un lien. Bon, je m'arrête là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu politiquement correct de dire que islam et islamisme, comme on pourrait dire, n'ont rien à voir, parce que ça devient finalement le contre-argument aujourd'hui pour dire que ça n'a rien à voir et qu'il ne faut pas légitimer le terrorisme. Or, effectivement... il y a des positions qui peuvent se défendre, comme tu viens de le dire. Hugo n'a pas l'air d'accord. Non, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Le terrorisme islamiste n'est pas forcément, ne résume pas l'islamisme. Non. L'islamisme, c'est l'usage de l'islam en politique. Tout à fait. Ça peut être amener aux théocraties, si on va par là. Voilà. Vraiment, l'islamisme n'est pas plus mauvais qu'autre chose. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a utilisé... Mais pour donner quelques exemples, ça peut être la révolution verte en Iran en 79, ça peut être le régime wahhabite en Arabie Saoudite, mais ça peut être également l'État islamique aujourd'hui. Voilà, il y a pareil que dans l'islam, on trouve du bon et du moins bon. Voilà. Mais dans toutes les religions, ça extrapole un peu. C'est pour ça que je veux dire. Effectivement, on retrouve ce genre de propos dans plus. Enfin, je veux dire, on retrouve des groupes extrémistes dans toutes les religions qui ont donné des catastrophes pour les sociétés humaines. Oui, il faudrait d'ailleurs se référer à Civitas en France qui essaye de se présenter aux élections présidentielles qui arrivent là et qui lui ont un programme assez salé. Interrogé par l'Express, du coup. Ils sont catholiques, pardon. Merci Hugo. Interrogé par l'Express, Éric Zemmour disait à propos des attentats du 13 novembre le courage avec lequel se sont battus les terroristes du 13 novembre dans les rues de Paris, en sachant qu'il y avait près de 3000 flics autour d'eux. On peut dire plein de choses sur eux, qu'on est absolument contre les idées réactionnaires, que c'était idiot de faire ça, mais pas que ce sont des gamins lâches.
Je reprends cette phrase d'Éric Zemmour déjà pour recontextualiser un petit peu le genre de propos qu'il dit. Il ne s'agit pas de dire simplement qu'il trouve courageux les gens qui sont dans la rue. Je dis ça, Hugo, parce que je te voyais. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un début de débat entre toi et Marc et que vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Oui, mais est-ce lâche de tuer des gens pour finalement se laisser mourir à la fin quand on n'a pas forcément d'autres solutions? Je sais pas. Et oui, j'ai du mal quand même à en faire des idoles. Moi, ça Je me, pense que c'est pas non plus l'objectif d'Éric Zemmour ni de quiconque qui c'est ne partage pas l'objectif. les idées d'État islamique aujourd'hui. Oui, mais Éric Zemmour est assez ambigu dans ses déclarations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais pas où il veut en venir. C'est ça C'est qui ambigu. m'interroge. On voit bien que là, il joue avec, d'une part, ce qui se passe et avec les mots. Est-ce que c'est ambigu que de décortiquer les mots et les événements à en venir à se dire, euh, oui, quelque part. Alors bon, ce débat, il n'est pas né avec Éric Zemmour. Enfin, en l'occurrence, Éric Zemmour est né avant les attentats d'État islamique. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la première chose qu'on a dit au lendemain du 13 novembre, enfin l'une des premières choses, c'est une des premières informations qui est parue, c'est celle selon laquelle les terroristes qui font ce genre d'événements sont drogués, en gros. Donc cette question du courage qu'il faut pour passer à l'acte, elle a déjà été évoquée par d'autres personnes qu'Éric Zemmour avant lui, sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle simplement de l'information selon laquelle ils se drogueraient parce que sinon ils sont incapables de produire ce genre de choses. Voilà, Oui. cette idée du courage, elle est là avant même qu'Éric Zemmour en parle pour définir ce que voilà, que l'acte en lui-même est de le juger courageux, c'est-à-dire que il faut une certaine forme de courage pour passer à l'acte. Mais c'est vrai que le courage est habituellement connoté positivement, alors que là, il le serait négativement, Hmm. pour le coup. Oui, alors la question des drogues et d'autres stupéfiants utilisés dans ce cas-là, c'est pas nouveau. Les kamikazes japonais le faisaient déjà. Sur les champs de bataille Dans aussi, les hein. armées régulières, Mm. c'est monnaie courante. Et ça me permet de rebondir un petit peu. Éric Zemmour dit plus grand monde n'est capable aujourd'hui de se sacrifier pour ses idéaux ou pour son pays. Alors, voilà peut-être là où il veut en venir d'ailleurs. Bah c'est oui, en toute vraisemblance. Mais il reste des gens qui se battent pour la France aujourd'hui. La France n'est certes pas engagée sur tous les champs de bataille et pardon, on n'est plus sur les grandes batailles dont rêve parfois peut-être Éric Zemmour, mais il y a quand même aujourd'hui différentes guerres au Mali, en Syrie, et on envoie des gens là-bas qui sont prêts bah finalement, il y a des gens qui meurent, donc ils sont prêts à mourir pour la France. Oui, mais pas forcément pour leurs idées. On est dans l'idée d'une armée régulière. C'est bien différent. Alors, je veux C'est bien bien. pour ça que j'ai distingué les idées et la nation, voilà. Ouais, mais tu as raison. Mais là où va en Mais venir, la si on est nation dans l'histoire, porte une certaine si on est dans un certain l'histoire des idéal. grands hommes dont on parlait tout à l'heure, ce qui fait l'héroïsme, la guerre, c'est quelque chose qui est voué aux nobles. C'est ça en fait l'idée. Et les nobles, eux, n'ont pas l'obligation d'aller se battre, mais par héroïsme, par noblesse et surtout défense tout simplement du roi ou de l'empire, ils vont se battre. Que là, on est plus sur quelque chose qui est quasi ordonné par un État, dont l'État, on sait pertinemment qu'il n'a pas demandé à la vie de la population s'il on voulait envoyer nos troupes là-bas. Enfin, je reste hors du débat. Mais c'est plutôt ça. La guerre est avant tout une affaire de nobles. Les cavaleries, justement, comme on les appelle, qu'elles soient diverses, sont ceux qui vont lancer le combat, qui y a un espèce d'acte héroïque, qui vont aller en première ligne. Après, il y a quelque chose tout à fait de noble aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait très bien que les cavaliers ont été remplacés par les tanks, si on va par là. Et il y a un côté aussi où là, on avance fermé, de manière cachée. Il n'y a pas cette idée de noblesse. C'est-à-dire que là, on sait qu'on va se défendre pour des stratégies un peu bizarres. On ne sait pas pourquoi on fait la guerre. Pourquoi on irait faire la guerre là-bas. On ne sait pas trop. Et c'est ça qui est un peu ambigu. Pour un idéal, justement, je dirais. Moi, je suis pas sûr, moi, du tout. Alors messieurs, Éric Zemmour, ce n'est pas un homme impopulaire pour autant. Bon, son livre se vend, Très j'imagine, bien. hein, voilà. Numéro un des Très ventes. bien. En 2014, il y a 2 ans, un sondage révélait que 30% des Français déclarent avoir une bonne opinion de lui. Alors, effectivement, déjà, c'est toujours plus que François Hollande et Manuel Valls. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un tiers des Français ont une bonne opinion d'Éric Zemmour. Un Français sur 3. En 2014, je n'ai pas les chiffres plus récents, alors 42% ont du coup une mauvaise opinion du personnage. Mais c'est pour dire que
voilà, c'est pas quelqu'un de parfaitement impopulaire, Éric Zemmour, alors que il défraie quand même régulièrement la chronique au même titre que d'autres essayistes que l'on voit sur les plateaux de télévision et avec lesquels on pourrait dire que peu de personnes sont d'accord. Et pourtant, ce n'est pas le cas, Hugo. Ah oui, il peut pas jouer sur la carte, là, la même carte que qu'Alain Soral notamment, qui est lui banni complètement des plateaux télé, Ah bah, etc. Éric Zemmour sur les plateaux télé, ce serait peut-être plus grand-chose finalement, parce que c'est quand même un homme de plateau, non? Ah bah tout à fait. C'est bah aujourd'hui oui, il continue sur le groupe M6. Je crois que c'est sur Paris Première avec toujours son acolyte Nolo. Il est sur RTL en alternance avec Domnac. Donc oui, il a une médiatisation grandiose. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, sur le fait qu'il soit populaire, là aussi, c'est toujours surprenant, mais finalement, laisse vraiment. Il surfe sur une vague qui grandit et qui grandit. Et je pense, tu citais des chiffres d'avant 2014, ça ne m'étonnerait pas que De suite 2014, oui. oui, de 2014, pardon, ça ne m'étonnerait pas que suite aux attentats, il gagne en popularité. Et puis, les ventes de son livre sont tellement bonnes que oui, ça ne m'étonnerait encore moins. Eh bien, merci messieurs pour ce joli débat sur Éric Zemmour, qui donc n'a pas fini d'alimenter nos chroniques, nos émissions s'il continue ainsi. Je vous propose tout de suite de passer à notre réquisitoire. Et le réquisitoire, le débat est réouvert. Faut-il limiter ou interdire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse? C'est la position que semble vouloir prendre la Pologne. On en parle tout de suite. Et on va commencer avec cette première question. Messieurs, la remise en cause du droit à l'IVG par le gouvernement conservateur en Pologne a entraîné une mobilisation sociale très importante. Que vous inspirent ces événements récents? En tout cas, le gouvernement semble avoir plus reculé que le gouvernement français sur la loi travail. Les gens qui ont été dans la rue et certainement aussi la pression des autres pays européens ont quand même pesé dans le débat en Pologne. Oui, il y avait une énorme pression, notamment au Parlement européen, et les différents élus et ministres du Parti conservateur polonais ont eu du mal à ne pas reculer finalement, et ils l'ont fait finalement simplement fait. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, ça m'évoque déjà ce gouvernement qui est assez rétrograde et qui enchaîne bah, les décisions très très limites, très très pas, pas, pas à la, je dirais à la hauteur du temps. Ça me paraît assez grave pour les femmes, mais finalement c'est aussi positif dans le sens où il y a eu une telle mobilisation en Pologne, mais aussi à travers l'Europe, et le fait que ça a été très relayé en France, ça donne presque une note d'espoir, j'ai envie de dire. Une note d'espoir, Marc? Une note d'espoir. Bon, je sais pas trop comment me positionner parce que, à la limite, bon, ça lève les foules, ça met de l'opposition, c'est repris un petit peu partout, on en fait la une. Bon, il est bien évident que c'est un sujet un débat qui doit être posé. Mais bon, je ne suis pas polonais et je me garderai bien de savoir. Si le peuple polonais vote par référendum pour le rétablissement de l'interdiction de l'IVG, qui suis-je, moi, petit français, pour leur interdire de faire ça? Je ne vais pas me positionner sur le côté. Bon, il n'y a pas eu de référendum, hein. Non, mais j'ai dit si. J'ai bien dit le si. Oui, je trouve que bon là, moi, il y a quelque chose. C'est bien qu'on en parle parce que c'est un des rares sujets l'IVG où même en essayant de prendre du recul, de raisonner, j'y arrive pas. Quand j'entends des gens qui sont contre, enfin surtout les arguments utilisés plutôt, il n'y a pas encore un argument qui me dit ah, peut-être, bon, je sais pas. Mais là, non, là j'ai du mal à raisonner, ce qui fait que donc déjà d'une, pour chez moi, j'ai du mal à penser la chose, mais alors en plus quand on est en Pologne, là, c'est encore trop loin pour moi. Mais peut-être Hugo. de rappeler quand même que cette victoire, entre guillemets, des féministes en Pologne n'est une victoire que partielle. Oui, Pourquoi? Parce c'est que important de le rappeler. le gouvernement voulait interdire totalement l'avortement. Oui. Mais la loi, mais la situation actuelle est différente qu'en France. voilà, puisque- la situation en France est telle en Pologne qu'il est
que l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation grave du fœtus. C'est pour moi le minimum syndical du droit à l'IVG. C'est quand même, pour moi, il est inadmissible de ne pas accepter l'IVG dans ces cas-là. Regarde, là, comment on peut dire la femme a choisi d'être mère et il y a ça d'un côté pour le viol et de l'autre du côté de l'inceste et de la malformation grave du fœtus. C'est là des questions sanitaires et éthiques assez graves qui sont pour moi incontournables. C'est des conditions sine qua non pour pas des conditions sine qua non, mais c'est fondamentalement le minimum syndical de l'IVG. Et pour moi, par ailleurs, il doit aller au-delà et il ne doit pas avoir de limite à l'IVG, si ce n'est des limites de temps, comme il en existe en France. C'est 12 semaines, il me semble. Et oui, puisque effectivement, ces 12 semaines, ce n'est pas le cas partout. Il y a des différences en fonction des pays. Ça, chaque pays décide ce qu'il en est. Oui, et puis Et, d'ailleurs, les femmes voyagent un peu en fonction des pays pour jouer des législations. et chaque pays décide également des restrictions qu'il peut appliquer à l'IVG. En Europe aujourd'hui, selon un décompte établi par Le Monde, 85% des pays de l'Union européenne autorisent l'IVG. Alors, seul Malte, pardon, pas Malte, seul Malte l'interdit formellement, mais effectivement, on l'a bien compris, avec toutes les nuances, on peut considérer qu'aujourd'hui 85% des pays de l'Union européenne l'autorisent, et donc 15% pour lesquels c'est plus difficile, avec des pays comme la Pologne et Chypre, où l'IVG n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste et de malformation, c'est ce que tu disais. D'autres pays pour lesquels c'est difficile, la Biélorussie notamment, réfléchit sur le sujet, et En Irlande aussi, en Irlande. pays très catholique où, pour le coup, la religion garde un rôle très important et l'IVG n'est autorisé qu'en cas de danger pour la mère et depuis peu pour risque suicidaire. Donc, Voilà, je vous parlais de la Biélorussie qui s'est plutôt prononcée pour l'accueil des familles polonaises qui auraient besoin de pratiquer des IVG dans le cadre où la Pologne restreindrait encore plus ce qu'il se passe. Et puis, 5 pays, voilà, c'est Le Monde, une fois de plus, qui nous le disait, 5 pays limitent ou interdisent l'avortement. La Pologne, on le disait, mais également l'Irlande, Chypre, Andorre et Malte. Voilà pour la liste complète de ceux que j'évoquais il y a quelques instants. On le voit, le débat européen est tendu sur la question, mais cette actualité peut être rapprochée de ce qu'il se passe également en France, où plus de 40 ans après la loi de Simone Veil, qui a légalisé l'IVG, certaines mouvances résistent, et nous pouvons parler, pour commencer, des survivants. Hugo, c'est toi qui vas nous en parler, c'est-à-dire, tu nous disais d'ailleurs, ce n'est pas un cintre. alors, ça, ce sont deux mouvements distincts. Il faut faire attention. Les survivants, c'est un mouvement qui est du coup anti-IVG puisqu'ils considèrent tout simplement que nous sommes des survivants Nous tous qui n'avons pas eu puisque nous n'avons pas subi un IVG. une IVG, Une IVG, pardon, une intervention volontaire de grossesse. une interruption. Hein, j'ai dit quoi? Une intervention. C'est pas grave. C'est une intervention médicale, mais non, c'est une interruption, pardon. Tu vas naître à 2 semaines. Non. Oui, puisque nous n'avons pas subi une IVG, nous sommes donc des survivants, c'est leur théorie. Ils sont jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, et voilà, ils donnent une espèce d'image cool au mouvement anti-IVG qui est pour moi une espèce d'ovni. Mais voilà, c'est extraordinaire. C'est ça de l'ordre de l'ineffable. On voit Hugo qui cherche ses mots. Je cherche mes mots parce que ça me paraît tellement anormal, je dirais, que à cet âge-là, on ait ces avis-là. Mais voilà, c'est une des tendances. Marc pourrait en parler. Il a fait face à des survivants. Et voilà. Rappelons, avant que Marc nous en parle, que tout cela s'inscrit généralement dans une théorie selon laquelle, dès sa conception, l'embryon, puis évidemment le fœtus, mais l'embryon est une forme de vie qu'il ne faut... Enfin voilà, faire une IVG, ça revient à tuer cet embryon. Ah oui, pour eux, dès qu'il y a
l'embryon, des cellules, ouais. Oui. voilà, fusion, il y a être humain, donc il y a meurtre entre guillemets. Et Et il y a souffrance. il y a souffrance, et ils le sentent au fond d'eux. Non, mais souffrance de l'embryon. Il y a souffrance de l'embryon et souffrance des survivants qui souffrent, qui ont cette peine profonde de l'être manquant, finalement. Ouais. Marc. Alors, alors, on parle de l'IVG sans savoir en France, je préférais qu'on l'aborde. Donc, il y a, depuis la loi Veil, donc 200 000 avortements par an, ce qui fait qu'il y a en moyenne pour des moyennes de, je crois, 800 000 naissances, je crois, C'est par ça. an, il me semble, un truc comme ça de mémoire. Donc, on Alors est. ça, Donc, de effectivement, 200 000, c'est pas une moyenne, c'est Oui, récemment, c'est- c'est pas dans les années 70, donc, il n'y avait pas ces chiffres. si on fait 800 000 et Non, 200 c'est 000, en ce on- moment, il- chaque il année, on a 200 000. Il considère que 1 sur 5 a été tué, si on fait la moyenne, 800 000, 200 000. Donc 1 sur 5, donc forcément, ils ont toujours leur signe, là, avec un doigt en moins, comme ça, et ils disent on est les survivants, etc. On fait partie de ces survivants-là. Moi, il y a. Bon, je pense que le débat sur l'IVG, je peux entendre, je peux entendre des autorités religieuses nous dire qu'effectivement, c'est pas normal de supprimer ce que Dieu a voulu, parce que c'est ça l'idée. Hein, c'est ça l'idée. Oui, la vie est sacrée. Voilà, la vie est sacrée, toute forme. À partir du moment où la vie commence, c'est une fusion de cellules. Donc à partir de ce moment-là, la vie existe. Et je comprends aussi ceux qui peuvent penser qu'à partir d'un stade, le fœtus ou l'embryon peut souffrir. Bon, moi, il y a deux choses qui me dérangent dans ce débat-là. La première chose, c'est de dire que toutes les femmes, limite, oui, et tous les couples, parce que c'est quand même un couple aussi, hein, on dit la femme, donc c'est elle qui porte, mais il y a aussi une histoire de couple en règle générale, hein, à moins qu'on fasse ça tout seul, mais dans un laboratoire, mais c'est plutôt rare, je pense. Non, mais c'est vrai. Oui, Oui, on a avorter. bien compris. Marc. Avorter après une fécondation en laboratoire. Ah, faut quand même l'avoir voulu, hein, pour le coup. On peut pas dire je ne savais pas. Et non, cet argument me dérange dans, je sais plus ce que je disais, le fait de. Oui, Bah. oui, l'argument me dérange quand c'est celui qui consiste à penser que les femmes qui le font font pas attention, les couples font pas attention parce qu'ils savent qu'ils peuvent avorter. Alors moi, par expérience, je peux vous dire qu'à chaque fois une personne est confrontée à ça, non mais je développe pas, mais à chaque fois qu'on est confronté à ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Même si on sait qu'on peut le faire, beaucoup de femmes hésitent à le faire parce qu'elles se disent on va quand même il y a quand même quelque chose d'éthique, il y a quand même une éthique quasi naturelle qui réapparaît. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui m'agace le plus profondément, et c'est là pour ça que j'ai du mal à discuter avec des gens comme ça, ce qui me dérange profondément, c'est de dire que ce sont des survivants. Rien ne permet à ces gens de dire que ce sont des survivants. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avorter une fois, puis si ça se trouve, vous auriez pu garder cet enfant, puis après, ne pas en faire d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont avorté, puis qui ont eu après 3 enfants. Peut-être si elle avait eu le premier enfant, elle n'aurait pas fait d'autres. C'est-à-dire qu'on peut pas prévoir les flux démographiques et les flux de natalité. C'est-à-dire que il peut arriver qu'une femme avorte à 20 ans, puis qu'après donne naissance à 3 enfants. Que si elle avait gardé son premier enfant, elle aurait peut-être eu que 2 enfants en tout. Ça ne veut rien dire. C'est faire des perspectives. Alors évidemment, il y a 200 000 avortements, d'accord. Mais si on recalcule ça et on se dit qu'il y avait eu ces 200 000 enfants en plus. Est-ce qu'il y en aurait eu quand même par an 800 000 On ne sait pas, en moyenne, on ne sait pas. Oui, un C'est- million du coup. Un million du coup, voilà, pardon. C'est complètement incohérent, c'est vraiment stupide, c'est mal connaître justement des femmes qui ont pu déjà avorter, qui ont eu des enfants après, des couples qui sont amenés à faire ça, puis à avoir des enfants après. Ça n'oblige, l'IVG, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes en moins, ça veut dire que sur la longue durée, ça veut dire qu'à l'instant T, on empêche une naissance, mais ça peut donner après 4 naissances, alors que si elles avaient gardé l'enfant, vous voyez, c'est Oui. de la fiction. On a bien compris C'est que de la fiction. On a bien compris que l'argument de ceux qui défendent l'interdiction de l'IVG va plutôt dans le sens où on parle de l'embryon en question et non de ce qui peut ensuite advenir non plus. Mais c'est vrai que génétiquement, l'embryon n'est pas encore développé. Voilà, il ne s'agit pas encore d'un enfant qui est dans le ventre de la mère au bout des 3 mois maximum autorisé pour l'IVG, Hugo. Oui, non, mais c'est que cette association, en l'occurrence, se base sur de l'hypothétique à chaque Voilà. fois. On te dit, voilà, je suis survivant, mais finalement, tu es vivant parce que, comme l'a dit Marc, ça se trouve, cette personne n'aurait jamais vécu. Bon, Et si elles avaient vécu, peut-être que tu ne serais pas là pour le coup. Oui. Celles qui disent ça, tu vois. voilà, c'est toujours de l'hypothétique. Et alors, oui. Messieurs. Je vais juste avant, Bah. je te coupe Hugo, mais je dis ça pourquoi ? Parce que l'argument des survivants, c'est de dire qu'effectivement ils sentent l'enfant qui n'est pas là. Hugo l'a rappelé, il y a des clips d'ailleurs sur leur site, c'est très marrant. Enfin, si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez y aller, c'est marrant. Et elles disent oui, on sent que nos frères, enfin même s'ils n'ont pas de frères et sœurs ou que leurs parents n'ont jamais avorté, on sent qu'il nous manque un frère parce qu'on est tous habitants du village monde et que du coup ceux qui manquent dans la planète ce sont nos frères, etc. Oui. Rien ne permet de dire que si justement une femme, si sa mère avait avorté, rien ne prouve qu'elle serait là.
parce que sa mère a peut-être pas voulu 2 enfants. Enfin, c'est complètement, mais c'est stupide. Alors, on a un deuxième mouvement, je disais qu'on peut évoquer, c'est celui de la campagne. Ceci n'est pas un cintre. Voilà, pour rappeler, ceci n'est pas une pipe de Matisse. Non, Oui, non, ceci n'est pas un cintre. Pourquoi? Parce que le cintre était utilisé à une époque où l'IVG N'était pas ne l'était autorisé, pas. et certainement dans les pays où elle ne l'est toujours pas. Voilà, pour simplement déclencher une fausse couche ou faire voilà, une intervention, une interruption volontaire de grossesse, voilà, par ses propres moyens. par ses propres moyens. Le système D finalement de l'IVG, c'est le cintre. Donc c'est un mouvement qui est né notamment sur les réseaux sociaux pour prendre le contre-pied des survivants et prôner ce droit à l'IVG parce qu'il est, voilà, il est menacé par les survivants, il est menacé notamment en Pologne. C'est un droit finalement sacré pour les femmes, pour les couples. Et donc, voilà, il y a cette mobilisation qui a aussi son importance et je pense qu'il faut le rappeler. Alors, on parlait des survivants. Il y a aussi la fondation Le Jeune, qui est, enfin, Ludivine de la Rochère, qui a présidé la Manif pour tous, Oui, c'est ça. en a fait partie. Donc voilà, tout un ensemble de mouvements pour les situer un petit peu, je dirais, sur l'échiquier des associations et des mouvements aujourd'hui en France. Oui, la fondation Le Jeune qui, pour le coup, distribue des petits flyers ou des petits guides anti-IVG, notamment dans les les lycées. établissements privés, dans les lycées privés. Oui. Voilà, pour apparemment instruire les jeunes élèves voilà, de 16, adultes 17, en 18 devenir, ans oui. qui sont potentiellement touchés par l'IVG pour finalement les détourner vers le droit chemin, entre guillemets. Voilà, c'est assez douteux. À côté de ça, il y a, j'ai envie de le souligner, le ministre de la Famille, du droit des femmes et de quelque chose d'autre, Madame Rossignol, qui est Ouais. ministre, qui en ce moment a pour combat justement la lutte sur la toile de pas mal de sites qui font de la désinformation sur l'IVG. On peut citer notamment IVG.net qui est très très bien référencé, je crois qu'il arrive deuxième sur Google, où là on va énoncer le même discours anti-IVG sur la souffrance, sur on tue la vie, voire désinformer. Et le ministère tente aujourd'hui de mettre en place une loi pour contrer ce qu'il appelle de l'entrave numérique. Alors Laurence Rossignol, pour le Voilà. préciser, ministre des familles, oui, c'est ça qui Oui, est assez. ça a changé. C'est plus de la famille, c'est des familles, parce Aujourd'hui, qu'on c'est des considère familles. les formes de famille. On voit bien ce qu'il y a de politique derrière ce titre, de l'enfance Voilà. et des droits des femmes. Et Bon, c'est elle à est ce plus- titre-là, d'ailleurs, quand elle a récupéré la partie droits des femmes qu'on a mis donc avec la famille, que certains ont commenté simplement en disant que, bah voilà, une fois de plus, on mettait les femmes finalement dans la famille, alors qu'à la base, cette partie-là, cette thématique était sortie de tout autre ministère pour pouvoir simplement s'intéresser aux droits des femmes sans aucun autre a priori. Oui, mais pour le coup, si ce portefeuille n'est pas concerné par l'IVG, je ne sais pas lequel le sera, hein. Parce que là, il y a tous les volets. Voilà, effectivement. Mais Oui, après, oui. sur le droit des femmes, c'est autre chose. Oui, il y avait cette polémique-là. Je pense, pour ma part, déjà que le titre droit des femmes est assez douteux. Je privilégierais un titre qui est pas mal répandu dans le monde anglo-saxon, mais qui peut faire polémique en France, c'est celui d'égalité des genres, qui est d'ailleurs utilisé dans l'Union européenne. Donc voilà, je pense que c'est insister davantage sur l'égalité des genres pourrait avoir, je pense, davantage de sens, mais c'est un autre débat. On parle de droits des femmes et justement ce débat que je vais aborder maintenant avec vous a été abordé en marge de cette émission par notre équipe avec Louise qui était là la semaine dernière à nos côtés pour parler de la Colombie. Et Louise pose une question très intéressante et pour cause, nous sommes ce soir 3 hommes à discuter du sujet, non pas que nous avons fermé le studio à double tour pour qu'on ne soit que tous les trois, mais tout simplement parce que en préparant cette émission, nous étions les 3 seuls à pouvoir venir ce soir. Peut-on aborder finalement la question de l'avortement quand on est
que des hommes entre guillemets. Il y a eu cette image qui a tourné sur les réseaux sociaux et sur internet avec une émission, je crois que c'était en Pologne, Ouais, c'est en où il n'y Pologne. avait que des hommes autour de la table, et ils étaient nombreux pour en parler, sans aucune femme. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui devrait être abordé quasiment en permanence avec une femme, ou est-ce qu'on peut l'aborder sans femme? L'argument étant de dire que, après tout, c'est le corps des femmes, puisque c'est la seule chose qui différencie dans un couple, en tout cas, la manière d'appréhender ce sujet, c'est que, in fine, ce sera le corps de la femme qui sera touché par l'IVG. Alors forcément, je préférais qu'il y ait des femmes aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, c'est pas un choix de notre part complètement misogyne d'exclure les femmes de ce studio, mais c'est voilà plus une contrainte qu'autre chose. Je pense que c'est la preuve qu'on peut en parler librement. On n'est pas moins pour l'IVG parce qu'on est des hommes par ailleurs, et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est pour l'IVG. Hmm. Voilà. Pour ou contre l'IVG, d'ailleurs, oui. Mais dans ce Et cas-là, une femme peut être contre l'IVG, Et- peut être pour l'IVG. On citait tout à l'heure, notamment, la présidente de la Manif pour tous, qui a certainement une position proche de celle-ci. Voilà, notamment. mais dans ce cas-là, Ah. si on va aller au bout des choses, il est bien évident qu'il aurait fallu, mais même pour tout type de sujet, à la limite, ça dépend. À partir de, non mais je voulais Non, mais non mais ce que moi, Je ce que je veux pense que dire, ça ça va se dépend. rapprocher. Ça dépend à partir de quelle optique on aborde ce sujet de l'IVG. Si on est sur l'idée de souffrance, d'éthique, etc., qu'il y ait des femmes, qu'il y ait que des femmes, que des hommes, que des, enfin oui, qu'ils soient mélange, Tant ça que me ça dérange reste un pas. sujet de société. Par contre, si on est sur les conséquences de l'IVG moralement, etc., dans ce cas-là, ça serait même pas l'idée d'avoir des femmes, mais des femmes qui ont avorté. C'est ce que j'allais vous Et demander. surtout, ou alors des femmes qui ont eu des enfants et Oui. qui, en un temps, ont réfléchi à peut-être comment. Là, on serait vraiment cohérent. Une femme, si elle, enfin, voilà, une femme ou un homme n'ayant jamais connu d'IVG, vous me direz pour les hommes c'est plus facile de ne jamais en avoir connu. Effectivement, le débat est le même parce que la probabilité enfin le fait de pouvoir tomber enceinte et d'avorter ou non, d'avoir ce choix à faire, effectivement, voilà, tant qu'une femme n'a pas eu à faire ce choix, elle n'est pas plus concernée qu'un homme auquel le choix ne se posera jamais, Hugo. Oui, non, ce qui me dérange, c'est de penser que la femme qui hypothétiquement viendrait en parler serait la porte-parole de toutes les femmes. Bien Comme sûr. si on invitait, par exemple, ou si un musulman venait, il serait le porte-parole des musulmans. Si un Polonais venait, il serait le porte-parole de la Pologne, etc., etc. C'est pas aussi simple que ça. Bien sûr. Alors, on parlait il y a quelques instants du gouvernement, et il se mobilise, tu le disais Hugo, pour dénoncer cette forme de désinformation, en tout cas c'est comme ça que c'est qualifié aujourd'hui, sur les personnes qui sont anti-IVG finalement, parce que généralement c'est à coup de tracts, comme on le disait, puis avec a priori des informations qui sont fausses dedans, ou en tout cas qui ne sont pas aujourd'hui voilà, admises dans l'ensemble, et notamment sur Internet qui véhicule de nombreux messages parfois erronés, et même souvent. Est-ce que c'est le rôle de l'État aujourd'hui d'agir? Oui, Je te pose la question parce que c'est toi qui l'as posée, donc je te la pose. c'est le rôle. Je pense que c'est le rôle de l'État d'intervenir. Il est tout à fait dans son bon droit et oui, carrément dans ses prérogatives que d'informer De la mettre en garde, population, finalement, oui. de la mettre en garde, de lui expliquer ses droits aussi. C'est très important. C'est le rôle de notamment ce ministère de la Santé et des Affaires sociales, du ministère des Familles, de l'Enfance et Des droits des des droits des des droits des femmes. femmes. Que d'informer les femmes, comme tout citoyen, de ses droits et devoirs. Mhm. Et en cas de mensonge, de Condamné. de Enfin, de condamner. faire condamner. Parce que voilà, la liberté, c'est aussi une des limites de la liberté d'expression, c'est de ne pas être notamment dans la calomnie, de ne pas être dans l'insulte, et de ne pas être finalement aussi dans le mensonge. Ça, c'est quand même, encore une fois, une rigueur à s'imposer, parce que le mensonge est aussi souvent, dans ce cas-là, idéologique, finalement. Alors, on parle de l'État, mais il y a aussi à travers l'État l'école. Le pape François a récemment été
lui aussi décrié un petit peu, enfin décrié. Il a remis en cause la présence de la théorie du genre dans les programmes scolaires français. On en avait parlé brièvement lors de notre émission sur l'éducation nationale. Le pape François qui donc a remis en cause l'idée que la France se fait donc du coup de cette théorie du genre qui serait dans les programmes, ce qui n'a pas été avéré par la suite. Voilà, l'école a aussi ce rôle aujourd'hui dans l'éducation qu'elle propose de resituer peut-être le débat et puis de bien présenter les choses tout simplement. Oui, voilà. Parce qu'on parlait de ces jeunes qui aujourd'hui ont des postures particulières. Oui, je pense de présenter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de ne pas omettre certaines vérités. Il ne faut pas penser que les personnes transgenres sont non plus monnaie courante, mais ça existe. Et donc, il faut en parler de manière, je veux dire, proportionnelle à la réalité des choses. De dire que la théorie du genre apparaît clairement dans les manuels scolaires, c'est exagéré. Experts et journalistes l'ont montré. C'est comme ça me rappelle, ça fait un parallèle finalement, et ça boucle la boucle. Ça me rappelle Éric Zemmour qui, quand il parle des programmes d'histoire, nous dit on a enlevé les grands personnages, qu'est-ce qui reste de l'histoire? La colonisation, l'islam et la traite négrière. Marc, je pense pas, toi qui connais un peu les programmes, je pense pas que c'est On fait peu d'histoire de France, de toute façon. On fait peu d'histoire de France. Mais c'est pas le cœur non plus du programme que de parler de ces trois éléments-là. Et par ailleurs de parler de personnages, sachant qu'une guerre menée par un personnage emblématique que serait Napoléon ne s'est pas faite toute seule, évidemment. Il y a eu des centaines. Voilà, c'est l'histoire incarnée. Je fais ce parallèle. N'est peut-être pas non plus l'histoire en soi. Certes, il y a eu des meneurs, mais ils n'étaient pas tout seuls, comme aujourd'hui. La France n'est pas. Je laisserai les auditeurs écouter l'émission sur l'éducation que l'on a faite la semaine dernière, où l'on parlait justement du roman national, qui est cette vision où à la fois on insiste sur la grandeur de la France et puis dans la grandeur sur les grands personnages. Mais de toute façon, quand on fait vraiment de la vraie recherche historique, les vrais historiens n'idéalisent rien du tout. Parce qu'on sait que, tu le rappelais très justement, que derrière les grands hommes, il y a des peuples, il y a des soldats, il y a des armées, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui s'opposent. Idéaliser des gens comme ça, c'est très compliqué. On ne sait pas comment était la conjoncture de l'époque. C'est aussi extrêmement compliqué de pouvoir admettre un avis sur quelqu'un. Pour moi, il est aussi stupide de dire que Napoléon est un grand homme, que De Gaulle était un grand homme et que Pétain était un affreux lascar, héros de la guerre de 14, suppôt du nazisme en 1940. Les grands hommes n'existent pas. Le problème, c'est que l'être humain a besoin de repères, j'ai l'impression, et qu'on cherche des fois dans l'histoire des moyens de se justifier, des moyens de justifier leurs actes, et on part de ces grands images, vous souvenez-vous de ça, etc., etc. Alors que, de fait, les gens étaient poussés des fois à faire ça, et on ne le savait pas. Hugo, pour répondre à Marc, je vois que tu t'approches du micro. Oui, non, parce que cette histoire-là, c'est l'histoire que l'on nous rabâche à la télévision. C'est l'histoire de Stéphane Bern, de Laurent Deutsch, et l'histoire aussi de Franck Ferrand à la radio. Donc, c'est une histoire qui est très très populaire. Mais c'est pour la rendre audible, voilà, et intéressante. Mais sinon, l'histoire, ça reste c'est comme tous les jours. Si aujourd'hui on racontait l'histoire de la radio, on peut dire il y avait des super animateurs, etc. Puis de fait, tous les jours, c'était de l'organisation, c'était ceci. Il n'y avait pas tout ce côté glamour qu'on peut en retirer ou passionnel qu'on peut y retourner. Même si je suis très content d'être avec vous. Mais... c'est pas la question. Et nous aussi, bien sûr, l'histoire, comment passer de l'IVG, de l'avortement à l'histoire. En tout cas, l'histoire nous dira dans quelques semaines ce qu'il en sera en Pologne. On suit le dossier, bien sûr. Et puis, ce qu'elle sera, bien sûr, en France. Nous ne manquerons pas d'en reparler, Hugo. Clairement, oui, on se tient au courant, on tient nos auditeurs au courant. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Marc, merci à Hugo, merci à Louise également qui a participé au débat en préparant l'émission. Avec Hugo, merci pour toute la documentation et la préparation rédactionnelle de cette émission, Hugo. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site internet. Enfin, vous pouvez réagir, poser vos questions ou participer sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux. À bientôt, bonsoir, bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.